Ma femme m'a envoyé par erreur la boîte à goûter de ma fille. J'ai montré la boîte en plaisantant à mon collègue, un ancien médecin. Il a pâli et m'a dit, va chercher ta fille et allez immédiatement à l'hôpital. Pourquoi? Ai-je demandé. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, c'est horrible. Fais ce que je dis ou ta fille ne survivra pas, ce que j'ai découvert à l'hôpital m'a laissé sans voix. Nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, l'échange. Jonathan Clayton ajusta sa cravate en marchant dans les couloirs étincelants de Clayton Industries, la société de conseil en technologie qu'il avait bâtie de rien au cours des 15 dernières années. À 38 ans, il avait accompli tout ce dont il rêvait enfant, venant des mauvais quartiers de Détroit, le succès, le respect et, plus important encore, une famille pour laquelle il mourait. Son téléphone vibra. Un SMS de sa femme, Christy. Oups. J'ai pris ta mallette par erreur. La boîte à lunch d'Emma est dans ta voiture. Désolé, chérie. Jonathan gloussa en secouant la tête. Même après 8 ans de mariage, Christy avait toujours ce côté tête en l'air attachant qui l'avait séduit au premier abord. Elle ne ressemblait en rien aux partenaires commerciaux calculateurs avec qui il traitait quotidiennement. Elle était chaleureuse, spontanée et complètement dévouée à leur fille, Emma. Il avait rencontré Christy Shelton lors d'un gala de charité, 5 ans après la mort de sa première femme dans un accident de voiture. Christy était bénévole, radieuse dans une simple robe bleue, se souciant sincèrement de la cause plutôt que de réseauter comme tout le monde. Elle avait été une bouffée d'air frais après des années de deuil et de solitude. Quand elle avait accepté sa demande en mariage après seulement 6 mois de relation, Jonathan s'était senti l'homme le plus chanceux du monde. Maintenant, avec Emma, 10 ans, en bonne santé et heureuse, et son entreprise florissante, la vie semblait parfaite. Parfois trop parfaite. Jonathan avait appris très tôt que les bonnes choses ne duraient pas éternellement, mais il repoussait ses pensées. C'était différent. C'était sa famille. Monsieur Clayton, son assistante frappa à la porte de son bureau. Votre rendez-vous de 11 heures est là. Faites-les entrer, Marie. Jonathan sortit la boîte à lunch rose vive d'Emma de sa mallette, souriant aux autocollants de licorne qu'elle avait collés partout. Il la déposerait à son école après le déjeuner. Sa réunion avec Kenneth Lynch devait être une routine, pour discuter des systèmes de sécurité du nouveau cabinet privé de Kenneth. Kenneth avait été l'un des meilleurs chirurgiens traumatologues de la ville avant qu'un procès pour faute professionnelle ne le force à prendre une retraite anticipée. Maintenant, il lançait un service médical de conciergerie pour des clients fortunés, le genre de personnes qui valorisaient la discrétion par-dessus tout. Jonathan, Kenneth entra avec sa poignée de main ferme caractéristique. À 52 ans, il portait toujours en lui la confiance d'un homme qui avait sauvé des milliers de vies. Content de te voir. Comment va la famille? Je ne peux pas me plaindre. Emma grandit comme une mauvaise herbe. Et Christy parle encore de redécorer la cuisine. Jonathan désigna la boîte à lunch sur son bureau. En parlant d'Emma, Christy a accidentellement mis ça dans ma mallette ce matin. L'expression de Kenneth changea instantanément. Son visage devint blême alors qu'il fixait la boîte à lunch, ses mains tremblant légèrement. La transformation fut si spectaculaire que Jonathan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Kenneth, qu'est-ce qui ne va pas? Kenneth s'approcha du bureau, sa formation médicale reprenant le dessus alors qu'il examinait la boîte à lunch sans la toucher. Jonathan, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ne laisse personne d'autre toucher ça. Ne l'ouvre pas. Nous devons aller chercher Emma et nous rendre à l'hôpital immédiatement. De quoi tu parles? C'est juste une boîte à lunch. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais la vie de ta fille est peut-être en danger. Ce résidu autour de la fermeture est clair. J'ai déjà vu ça. Ce n'est pas de la nourriture. Fais-moi confiance, Jonathan. J'ai peut-être perdu ma licence, mais je n'ai pas perdu ma capacité à reconnaître un poison. Le mot frappa Jonathan comme un coup de poing. Du poison? C'est impossible. Christy a préparé ce déjeuner ce matin. Elle ne ferait jamais. Je n'accuse personne pour l'instant, l'interrompit Kenneth, sa voix urgente mais professionnelle. Mais ce résidu cristallin blanc, il est compatible avec des composés d'arsenic. Un poison à l'ancienne, sans goût, sans odeur lorsqu'il est bien préparé. Si quelqu'un en a administré de petites doses au fil du temps. L'esprit de Jonathan s'emballa.
Emma avait été fatiguée ces derniers temps, se plaignant de maux de ventre. Christy l'avait emmenée voir 3 médecins différents, qui avaient tous dit que c'était juste une phase de croissance ou le stress de l'école. Et si ce n'était pas le cas? On appelle la police, dit Jonathan en attrapant son téléphone. Pas encore. Kenneth lui saisit le poignet. Si j'ai raison sur ce que je vois, cela dure depuis des mois, peut-être plus longtemps. La personne qui fait ça est intelligente, patiente, et a un accès régulier à Emma. Nous avons besoin de preuves, et nous devons d'abord mettre Emma en sécurité. Un faux pas et il pourrait passer à la vitesse supérieure. Jonathan sentit son monde basculer. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce en quoi il avait confiance, semblait soudain incertain. Mais Kenneth avait raison sur un point. La sécurité d'Emma passait avant tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital. J'ai un ami en toxicologie qui me doit une faveur. On fait des analyses de sang à Emma. On fait analyser cette boîte à lunch correctement. Une fois que nous saurons exactement à quoi nous avons affaire, nous planifierons notre prochain coup. Jonathan attrapa ses clés, son esprit passant déjà en mode stratégique et concentré qui avait fait son succès en affaires. Mais il ne s'agissait pas de marge bénéficiaire ou de part de marché. Il s'agissait de la vie de sa fille. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Jonathan ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie parfaite était sur le point de voler en éclats. Et quelque part au fond de son esprit, un terrible soupçon commençait à naître. Un soupçon qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Chapitre 2, le diagnostic. Emma Clayton était assise sur le lit d'hôpital, balançant ses jambes et bavardant avec enthousiasme à propos des machine calls des urgences. À 10 ans, elle possédait l'esprit vif et la curiosité de Jonathan, mais n'avait heureusement pas hérité de sa tendance à s'inquiéter de tout. Pour elle, c'était une aventure. « Papa, pourquoi es-tu venu me chercher à l'école ?» Madame Peterson a dit qu'il y avait une urgence familiale, mais tout le monde a l'air d'aller bien. Les yeux brillants d'Emma passaient de Jonathan à Kenneth, qui parlait à voix basse avec le docteur Lynette Levy, la chef du service de toxicologie de l'hôpital. Jonathan força un sourire, passant ses doigts dans les cheveux sombres d'Emma. « Je voulais juste m'assurer que tu te sentais bien, ma chérie. Tu as été fatiguée ces derniers temps, tu te souviens? Parfois, papa s'inquiète trop. C'est ce que maman dit toujours, gloussa Emma. Elle dit que tu m'envelopperais dans du papier bulle si tu le pouvais. » Le commentaire innocent frappa Jonathan comme un poignard. Christy, sa femme aimante et dévouée, qui s'agitait constamment pour Emma, l'emmenait à chaque rendez-vous chez le médecin, préparait ses repas avec un soin obsessionnel. La même femme qui avait préparé la boîte à lunch que Kenneth croyait contenir du poison. Le docteur Levy s'approcha avec un presse-papier et un sourire doux. C'était une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux bienveillants et l'attitude de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles difficiles. « Emma, nous allons faire quelques tests rapides, d'accord? C'est comme quand tu donnes ton sang à la collecte de l'école, mais en encore plus facile. » Alors que le personnel médical s'affairait efficacement autour de sa fille, le téléphone de Jonathan vibra. Un autre SMS de Christy. « Comment s'est passée ta réunion avec Kenneth? Prends du lait en rentrant. Les céréales préférées d'Emma pour demain. Un verre de lait. » La normalité désinvolte du message donna la nausée à Jonathan. Soit sa femme était une innocente vaquant à ses occupations quotidiennes, soit elle était une sociopathe capable d'empoisonner leur fille tout en textant à propos des céréales du petit déjeuner. Kenneth revint de sa conversation avec le docteur Levy, l'air sombre. Nous aurons les résultats préliminaires dans 1 heure. Je leur ai aussi demandé de tester le contenu de la boîte à lunch. Jonathan, nous devons parler en privé. Ils sortirent dans le couloir, loin du bavardage joyeux d'Emma. La formation médicale de Kenneth était évidente dans sa façon de transmettre l'information, clinique, précise, mais non sans compassion. J'ai réfléchi aux symptômes d'Emma au cours des derniers mois. La fatigue, les problèmes d'estomac, les nausées intermittentes que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Si quelqu'un a administré de petites doses d'arsenic au fil du temps, cela provoquerait un empoisonnement chronique à l'arsenic. Les symptômes seraient subtils au début, facilement confondus avec des maladies infantiles ou du stress. Mais pourquoi? La voix de Jonathan était à peine un murmure. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire du mal à Emma? C'est juste une enfant. C'est ce que nous devons découvrir. Mais Jonathan, je dois te poser des questions difficiles. Qui a un accès régulier à la nourriture d'Emma? Qui prépare ses repas?
Christy s'occupe de la plupart de la cuisine, mais elle aime Emma comme sa propre fille. Elles sont incroyablement proches. Même en prononçant ces mots, Jonathan réalisa à quel point il sonnait naïf. Il était un homme qui avait bâti sa carrière en analysant des données, en repérant des schémas que d'autres manquaient. Pourtant, il avait été aveugle à ce qui se passait peut-être dans sa propre maison. Et les assurances-vie, les arrangements financiers? Si quelque chose arrivait à Emma ou à toi. Le sang de Jonathan se glaça. Emma est ma seule héritière. Si quelque chose m'arrive, l'entreprise, la maison, tout. Christy serait la tutrice de la succession jusqu'à ce qu'Emma ait 18 ans. Mais... Il s'interrompit alors que les implications le frappaient. Mais si Emma mourait avant d'atteindre sa majorité, qui hériterait? Christy, le mot sortit comme une confession. En tant que ma femme, elle hériterait de tout si Emma n'était pas en vie pour le réclamer. Kenneth hocha sombrement la tête. On parle de millions, n'est-ce pas? Plus près de 20 millions entre la valorisation de l'entreprise et les actifs. Jonathan se sentit mal. Mais Kenneth, tu ne comprends pas, Christy n'est pas une croqueuse de diamants. Elle a signé un contrat de mariage qui ne lui donne presque rien si nous divorçons. Et elle a été la belle-mère parfaite pour Emma. Elle était là pour chaque genou écorché, chaque pièce de théâtre de l'école, chaque cauchemar. La belle-mère parfaite, répéta Kenneth, songeur. Jonathan, au cours de mes années en tant que chirurgien traumatologue, j'ai appris que les personnes les plus dangereuses sont souvent celles qui semblent les plus attentionnées. Elles savent comment manipuler la confiance, comment être au-dessus de tout soupçon. Le docteur Lévy s'approcha avec une tablette à la main, son expression confirmant les pires craintes de Jonathan. Monsieur Clayton, je crains que nous ayons des résultats préoccupants. Le sang d'Emma montre des niveaux élevés d'arsenic, compatibles avec une exposition chronique. Les niveaux ne mettent pas sa vie en danger immédiatement, mais ils indiquent une ingestion régulière sur plusieurs mois. Le couloir sembla tourner autour de Jonathan. Sa famille parfaite, sa vie magnifique. Tout était construit sur un mensonge. Quelque part dans sa maison, quelqu'un en qui il avait confiance assassinait lentement sa fille. Le contenu de la boîte à lunch a également été testé positif au composé d'arsenic, mélangé à ce qui semble être des biscuits faits maison, poursuivit le docteur Lévy. Nous devrons le signaler aux autorités et garder Emma en observation. Non, le mot sortit plus durement que Jonathan ne l'avait voulu. Docteur, j'apprécie votre préoccupation, mais j'ai besoin de temps pour gérer cela correctement. La sécurité d'Emma est ma priorité, mais si nous impliquons la police maintenant sans preuve solide, nous risquons d'alerter la personne qui fait ça. Kenneth posa une main sur l'épaule de Jonathan. Il a raison, Lynette. Si c'est un cas domestique et que l'auteur est effrayé, il pourrait passer à la vitesse supérieure ou disparaître. Nous devons être stratégiques. Le docteur Lévy parut mal à l'aise, mais hocha la tête. Je peux garder Emma en observation sous le prétexte d'enquêter sur sa fatigue chronique. Cela vous donne peut-être 48 heures avant que je sois légalement tenu d'impliquer les services de protection de l'enfance. 48 heures pour prouver que sa femme essayait de tuer sa fille. 48 heures pour protéger Emma tout en rassemblant des preuves qui pourraient envoyer Christy en prison pour tentative de meurtre. Alors que Jonathan regardait par la fenêtre Emma, qui coloriait maintenant dans un livre de coloriage de l'hôpital en fredonnant doucement, il sentit quelque chose de froid et de déterminé s'installer dans sa poitrine. Le mari et père aimant était toujours là. Mais en dessous, l'homme d'affaires impitoyable qui s'était extirpé de la pauvreté se réveillait. Christy avait fait une erreur fatale. Elle avait menacé sa fille, et Jonathan Clayton ne perdait jamais quand quelque chose comptait vraiment. Chapitre 3, l'enquête commence. Jonathan était assis dans sa BMW devant l'école d'Emma, regardant d'autres parents venir chercher leurs enfants. Des parents normaux avec des problèmes normaux, les batailles pour les devoirs, les entraînements de foot, quoi préparer pour le dîner. Il enviait leur ignorance bienheureuse. Son téléphone affichait 3 appels manqués de Christy et une série de SMS de plus en plus inquiets. Où êtes-vous? Emma n'est pas à l'école. Jonathan, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai peur. L'école a dit que tu avais récupéré Emma pour une urgence médicale. Appelle-moi maintenant. Il devrait bientôt lui faire face. Mais d'abord, il devait comprendre à quoi il avait affaire. Kenneth avait eu raison d'être stratégique. Si Christy était coupable, elle était assez intelligente pour avoir soigneusement couvert ses traces. Il avait besoin de preuves, pas de soupçons. Son téléphone sonna.
Kenneth, je suis à mon ancien hôpital, je fais passer les analyses de sang par des tests supplémentaires, dit Kenneth sans préambule. Jonathan, c'est pire que nous le pensions. Les niveaux d'arsenic suggèrent une administration sur au moins 6 mois, peut-être plus. Ce n'est pas impulsif. C'est un meurtre planifié, méthodique. 6 mois. La prise de Jonathan se resserra sur le volant. Il y a 6 mois, c'est quand Christy avait suggéré d'augmenter la police d'assurance vie d'Emma. Juste pour être sûr, avait-elle dit, étant donné tes antécédents familiaux de maladies cardiaques. Il y a autre chose. J'ai demandé à un ami du bureau du médecin légiste de sortir quelques dossiers. Tu te souviens du premier mari de Christy? Le sang de Jonathan se glaça. Elle m'a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Elle était veuve quand nous nous sommes rencontrés. Gerald Shelton, 34 ans, mort d'un arrêt cardiaque soudain. Mais voici la partie intéressante. Un arrêt cardiaque peut être provoqué par un empoisonnement à l'arsenic s'il est administré à des doses plus importantes. Les symptômes imitent une insuffisance cardiaque. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté horrifiante. Elle a déjà fait ça avant. C'est encore pire. Gerald avait une police d'assurance vie substantielle. Christy a touché $200 000 après sa mort. Aucune autopsie n'a été pratiquée car il avait consulté un cardiologue pour des douleurs thoraciques dans les semaines précédant sa mort. Jonathan ferma les yeux, se souvenant comment Christy lui avait raconté en larmes la mort soudaine de son premier mari, à quel point elle avait été jeune et effrayée. Il l'avait serrée dans ses bras pendant qu'elle pleurait, lui avait promis qu'elle n'aurait plus jamais à affronter la perte seule. « J'ai été un tel imbécile, murmura-t-il. Non, tu as été un mari et un père aimant. Elle est douée pour ça, Jonathan. Elle a probablement perfectionné sa technique pendant des années, mais elle a fait une erreur avec Emma. L'empoisonnement à l'arsenic chez les enfants se présente différemment que chez les adultes. Les symptômes étaient plus difficiles à masquer. Le téléphone de Jonathan vibra. Un appel entrant de Christy. Il le refusa, son esprit parcourant les implications. Kenneth, si elle empoisonne Emma depuis 6 mois, pourquoi accélérer? Peut-être qu'elle s'impatiente. Peut-être qu'elle a peur de se faire prendre. Ou peut-être qu'elle prévoit de s'en prendre à toi ensuite et qu'elle a besoin qu'Emma ne soit plus là. Cette pensée glaça le sang de Jonathan. Combien de nuits Christy lui avait-elle apporté du café au lit? Combien de repas faits maison l'avait-il complimenté? Combien de fois avait-il remercié Dieu d'avoir mis une femme si attentionnée dans sa vie et celle d'Emma? Je dois rentrer à la maison, dit Jonathan. Jouer le rôle du mari et du père inquiet. Mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. N'importe quoi. Je veux du matériel de surveillance, des caméras, des dispositifs d'enregistrement. J'ai besoin de documenter tout ce qu'elle fait à partir de maintenant, et j'en ai besoin ce soir. Jonathan, c'est risqué. Si elle trouve le matériel? Elle ne le trouvera pas. J'installe des systèmes de sécurité depuis 15 ans. Je sais comment cacher des caméras. Mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de comprendre tout son plan. 20 minutes plus tard, Jonathan franchit la porte d'entrée de sa maison de banlieue, un monument à tout ce qu'il avait travaillé à construire. Les parquets que Christy avait insisté pour avoir, l'îlot de cuisine où elle préparait les repas familiaux, les photos de famille qui bordaient le couloir. Tout cela ressemblait à un décor de théâtre pour une performance élaborée. Jonathan, Dieu merci. Christy se précipita vers lui, des larmes coulant sur son visage. À 32 ans, elle était toujours belle, de la manière qui avait d'abord attiré son attention. Cheveux blonds, yeux bleus vifs, le genre de beauté saine qui criait la confiance. Où est Emma? Qu'est-ce qui s'est passé? L'école n'a rien voulu me dire. Sa performance était impeccable. Si Jonathan n'avait pas vu les résultats des analyses de sang lui-même, il aurait pu croire que sa panique était authentique. Elle va bien, dit-il prudemment, observant son visage pour tout indice. Juste quelques tests de routine que le docteur Matthews voulait faire. Elle reste en observation pour la nuit. En observation pourquoi? Les yeux de Christy s'écarquillèrent. Jonathan, tu me fais peur. Emma est malade? C'est grave? Il pense que c'est peut-être une carence en vitamines qui cause sa fatigue. Rien de grave, mais ils veulent faire un bilan complet. Le mensonge vint facilement, aiguisé par des années de négociations où en révéler trop signifiait perdre l'avantage.
Le soulagement inonda le visage de Christy, suivi rapidement par ce qui semblait être une véritable préoccupation maternelle. Une carence en vitamines? Mais j'ai été si prudente avec son alimentation. Je lui donne des compléments tous les matins au petit déjeuner. Des compléments. Jonathan nota ce détail. Le médecin a dit que parfois les enfants n'absorbent pas correctement les vitamines. Ce n'est pas ta faute, chérie. Christy se jeta dans ses bras, et Jonathan dut résister à l'envie de se dégager. Son parfum familier, la douceur de ses cheveux contre sa joue. Tout ce qui le réconfortait autrefois ressemblait maintenant à un piège. J'avais si peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, murmura Christy. Je ne peux pas imaginer la vie sans Emma. Elle est tout pour moi. Les mots étaient parfaits, exactement ce qu'une belle-mère aimante dirait. Mais Jonathan les entendait différemment maintenant, non pas comme des expressions d'amour, mais comme des mensonges conçus pour maintenir sa couverture. Cette nuit-là, après que Christy se soit couchée tôt avec une migraine de stress, Jonathan travailla méthodiquement dans la maison. De minuscules caméras furent placées dans des cadres photos, des dispositifs d'enregistrement dans les bouches d'aération, des détecteurs de mouvement dans les zones où Christy préparait la nourriture. Au matin, chaque pièce serait sous surveillance. Il garda la chambre d'Emma pour la fin. Debout à l'entrée, regardant le lit où sa fille devrait dormir en toute sécurité, Jonathan sentit une rage comme il n'en avait jamais éprouvé. Christy ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait menacé la seule chose dans sa vie qui comptait plus que de respirer. Alors qu'il installait la dernière caméra derrière la bibliothèque d'Emma, Jonathan fit une promesse silencieuse à sa fille. Christy pensait avoir affaire à un veuf éploré, désespéré de compagnie et facilement manipulable. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait choisi de s'en prendre à quelqu'un qui s'était battu pour sortir de la pauvreté par pure détermination et pensée stratégique. Le rôle du mari aimant continuerait jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de preuves pour la détruire complètement. Mais en dessous, Jonathan Clayton se préparait à la guerre. Chapitre 4, la collecte de preuves. Le lendemain matin, Jonathan était assis en face de Christy à leur table de petit déjeuner, étudiant la femme avec qui il avait partagé un lit pendant 8 ans. Elle accomplissait sa routine matinale avec une efficacité bien rodée. Le café qui infuse, les œufs qui grésillent, le pain qui grille à la perfection. Le tableau de la tranquillité domestique. Je pensais apporter à Emma des biscuits faits maison quand nous lui rendrons visite aujourd'hui, dit Christy en sortant les ingrédients du garde-manger. Ceux aux pépites de chocolat qu'elle adore. Jonathan faillit s'étouffer avec son café. Les mêmes biscuits qui avaient été testés positifs à l'arsenic. C'est gentil de ta part, réussit-il à dire. Mais l'hôpital a des règles assez strictes concernant la nourriture extérieure. Quelque chose à propos des allergies et de la contamination. Oh. La main de Christy se figea sur la boîte de farine pendant une fraction de seconde. Bien sûr, j'aurais dû y penser. La micro-expression fut si brève que Jonathan aurait pu la manquer s'il n'avait pas observé attentivement. Déception. Frustration. Le regard de quelqu'un dont le plan venait d'être contrecarré. Peut-être pourrions-nous nous arrêter à la boutique de cadeaux à la place, suggéra Jonathan. Lui prendre des magazines ou un animal en peluche. Le sourire de Christy revint instantanément. Idée parfaite. Tu sais à quel point elle aime ces stupides jouets de licorne. Après le petit déjeuner, Jonathan embrassa Christy et se dirigea vers le bureau, la laissant à sa routine quotidienne. Mais au lieu d'aller à Clayton Industries, il conduisit jusqu'à un parking à 6 pâtés de maison de là, où Kenneth l'attendait avec un ordinateur portable et du matériel de surveillance. Les caméras sont actives, dit Jonathan en s'installant sur le siège passager de la berline de Kenneth. Nous devrions pouvoir surveiller tout ce qu'elle fait. Kenneth afficha le flux de surveillance sur son ordinateur portable. Plusieurs écrans montraient différents angles de la maison des Clayton, cuisine, salon, chambre d'Emma, même le garage. Ça me semble mal. Espionner sa propre femme. Ce n'est pas ma femme, dit Jonathan d'un air sombre. C'est une prédatrice qui a vécu dans ma maison, dormi dans mon lit et assassiné lentement ma fille. Les sentiments que j'avais pour la femme que je pensais qu'elle était sont morts hier. Sur l'écran, ils regardèrent Christy se déplacer dans la maison, rangeant avec une précision mécanique. Rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre d'Emma et s'assoie sur le lit, tenant l'un des animaux en peluche d'Emma. Regarde son visage, murmura Kenneth. L'expression de Christy avait complètement changé. Fini le sourire maternel chaleureux qu'elle affichait toujours autour de Jonathan et Emma.
À la place, il y avait quelque chose de froid, de calculateur. Elle regardait la pièce avec le détachement de quelqu'un qui évalue la valeur d'une propriété. Mon Dieu, souffla Jonathan. Elle n'aime pas du tout Emma. Tout ça n'est qu'une comédie. Les psychopathes sont d'excellents acteurs, dit Kenneth. Ils étudient les réponses émotionnelles normales et les imitent parfaitement. Mais quand ils pensent que personne ne regarde. Christy se leva et se dirigea vers la commode d'Emma, sortant des vêtements et les tenant comme pour vérifier les tailles. Puis elle ouvrit la boîte à bijoux d'Emma, un petit carrousel en bois qui jouait une version miniature de la lettre à Élise, et examina le contenu avec la même expression calculatrice. Elle fait l'inventaire. Réalisa Jonathan, comme si elle planifiait ce qu'elle allait faire des affaires d'Emma après. Son téléphone sonna, interrompant sa pensée. L'identifiant de l'appelant affichait l'inspecteur Stuart Ray, un contact avec qui il avait travaillé sur des questions de sécurité d'entreprise. Jonathan l'avait appelé plus tôt, demandant une consultation officieuse. Stuart, merci de me rappeler. Jonathan, j'ai reçu ton message disant que tu avais besoin de conseils sur une affaire familiale sensible. Peux-tu être plus précis sur le type d'aide dont tu as besoin? Jonathan jeta un coup d'œil à Kenneth, qui hocha la tête pour l'encourager. J'ai des raisons de croire que quelqu'un de proche de ma famille prévoit de faire du mal à ma fille. J'ai besoin de savoir quel type de preuve serait recevable au tribunal. Il y eut une pause. Jonathan, si tu as des menaces crédibles contre un mineur, tu dois le signaler immédiatement. Je peux avoir une voiture de patrouille chez toi en 10 minutes. C'est plus compliqué que ça. La personne que je soupçonne a été très prudente, très méthodique. Si nous agissons trop vite, nous n'aurons peut-être pas assez de preuves pour une condamnation. Parlons-nous de violence domestique? De maltraitance d'enfants? De tentative de meurtre, dit Jonathan doucement. Empoisonnement. Une autre pause. Plus longue cette fois. Bon sang, Jonathan. De qui parlons-nous ici? De ma femme. Le silence s'étira jusqu'à ce que Jonathan se demande si l'appel avait été coupé. Finalement, Stuart parla, sa voix soigneusement professionnelle. Jonathan, les accusations de meurtre conjugal sont graves. Extrêmement graves. Les normes de preuve sont élevées. Et si tu te trompes? Je ne me trompe pas. J'ai des analyses de sang montrant de l'arsenic dans le système de ma fille et des échantillons de nourriture testés positifs. Ce que je n'ai pas, c'est la preuve de qui l'administre. Alors nous avons besoin de preuves vidéo, de schémas de comportement documentés, de mobiles financiers clairement établis. Et Jonathan, nous devons être absolument certains. De fausses accusations dans une affaire comme celle-ci peuvent détruire des vies. Et la surveillance? Si je peux la filmer en train de préparer de la nourriture empoisonnée. Obtenue légalement, avec une chaîne de possession en bonne et due forme, ce serait significatif. Mais il faudrait la prendre sur le fait et avoir des témoins qui pourraient témoigner de ce qu'ils ont observé. Après avoir mis fin à l'appel, Jonathan fixa l'écran de surveillance. Christy s'était déplacée vers la cuisine et préparait ce qui ressemblait à une liste de courses. La normalité de la scène était surréaliste. Il faut qu'elle réessaie, dit soudain Jonathan, d'empoisonner la nourriture d'Emma. Kenneth parut alarmé. Jonathan, c'est incroyablement dangereux. Si quelque chose tourne mal. Emma ne rentrera pas à la maison tant que nous n'aurons pas de preuves solides. Mais Christy ne le sait pas. Pour autant qu'elle sache, Emma sortira aujourd'hui ou demain. Elle voudra continuer son plan. Et si elle ne mord pas à l'hameçon? L'expression de Jonathan se durcit. Alors je m'assurerai qu'elle le fasse. Christy m'a épousé pour mon argent, Kenneth. Elle a été patiente, méthodique, mais elle est aussi avide. Si je peux lui faire croire qu'elle doit accélérer son calendrier. À quoi penses-tu? Je vais lui dire que je change mon testament. Que je suis inquiet pour la santé d'Emma et que je veux créer une fiducie qui contourne complètement Christy si quelque chose nous arrivait à Emma et à moi. Lui faire croire que sa fenêtre d'opportunité se referme. Kenneth secoua la tête. Tu joues avec le feu, Jonathan. Si elle se sent acculée, elle pourrait faire quelque chose de désespéré. Bien, dit froidement Jonathan. Les gens désespérés commettent des erreurs. Et quand Christy Shelton fera son erreur, je serai prêt. Sur l'écran, Christy s'était déplacée vers l'ordinateur dans le bureau à domicile. Jonathan ne pouvait pas voir l'écran, mais sa posture suggérait qu'elle faisait des recherches intenses.
Je me demande ce qu'elle cherche, songea Kenneth. Jonathan avait le pressentiment de savoir exactement ce que sa femme recherchait, et ce n'était pas des carences en vitamines. Chapitre 5, le piège est tendu. Jonathan rentra à la maison ce soir-là avec un bouquet de fleurs et une histoire soigneusement construite. Il trouva Christy dans la cuisine en train de préparer ce qui semblait être un festin, la lasagne préférée d'Emma, du pain à l'ail et un gâteau au chocolat. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il en posant les fleurs sur le comptoir. Christy lui sourit. « Je me suis dit qu'on devrait avoir le repas préféré d'Emma prêt pour son retour demain. La pauvre doit être si effrayée dans cet hôpital. » L'inquiétude maternelle dans sa voix était parfaitement juste. Si Jonathan n'avait pas vu les images de surveillance de son calcul froid dans la chambre d'Emma, il aurait pu être ému par son dévouement apparent. « En fait, c'est de ça que je voulais te parler, » dit Jonathan en acceptant son baiser sur la joue. Les médecins veulent garder Emma quelques jours de plus. Ils sont préoccupés par certaines irrégularités dans ses analyses de sang. Le visage de Christy se décomposa d'inquiétude. Des irrégularités ? Quel genre d'irrégularité ? Jonathan, tu ne me dis pas tout, n'est-ce pas ? Ce n'est probablement rien de grave, mentit Jonathan avec aisance. Mais ça m'a fait réfléchir à notre avenir, à m'assurer qu'Emma est protégée quoi qu'il arrive. Il se dirigea vers le casier à vin et choisit une bouteille du chardonnay préféré de Christy, jouant le rôle du mari attentionné. J'ai appelé Gérard Spence aujourd'hui. Je veux mettre à jour mon testament. Christy devint très immobile. Le mettre à jour comment ? Eh bien, avec les problèmes de santé d'Emma, je veux m'assurer qu'il y a des dispositions en place si quelque chose lui arrivait avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte. Jonathan observa attentivement le visage de sa femme en ouvrant le vin. Je pense à créer une fondation caritative. Si Emma ne survit pas pour hériter, l'argent ira à des hôpitaux pour enfants au lieu d'eux. Il laissa la phrase en suspens, feignant de se rattraper avant de dire quelque chose de blessant. Au lieu de moi, termina Christy, sa voix à peine un murmure. Christy, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste m'assurer que la mémoire d'Emma est honorée si le pire arrive. Tu comprends, n'est-ce pas ? Le masque tomba un instant. Jonathan surprit un éclair de quelque chose de vicieux dans les yeux de sa femme avant qu'elle ne se ressaisisse. Bien sûr, je comprends. Emma doit toujours passer en premier. Mais Jonathan pouvait voir les rouages tourner derrière son sourire parfait. Il venait de menacer tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant 6 mois. Si Emma mourait maintenant, Christy n'obtiendrait rien. Elle avait besoin qu'Emma reste en vie assez longtemps pour que Jonathan meure en premier. Ou elle devait accélérer considérablement son calendrier. « Quand rencontres-tu Gérard ?» demanda Christy nonchalamment en remuant la sauce pour la lasagne. « Demain après-midi. Je me suis dit que je signerais le testament mis à jour et que je rendrais visite à Emma ensuite. Peut-être que tu pourrais venir avec moi pour la voir. » Bien sûr. Elle me manque tellement. La voix de Christy était chargée d'une fausse émotion. Je veux juste qu'elle soit à la maison et en bonne santé. Cette nuit-là, Jonathan resta allongé dans son lit, écoutant la respiration de Christy, se demandant combien de nuits il avait dormi à côté d'une meurtrière sans le savoir. Quand il fut certain qu'elle dormait, il sortit discrètement de la chambre et vérifia son installation de surveillance. Kenneth s'était positionné dans une camionnette de l'autre côté de la rue, surveillant les flux et enregistrant tout. Jonathan lui envoya un SMS. Phase interminée. Elle a mordu à l'hameçon. La réponse fut immédiate. Jonathan, s'il te plaît, sois prudent. Et si elle essaie de t'empoisonner aussi ? Jonathan avait envisagé cette possibilité. Christy pourrait décider qu'il serait plus efficace de l'éliminer en premier plutôt que de continuer à tuer lentement Emma. Mais il comptait sur sa nature méthodique. Elle avait passé des mois à perfectionner l'empoisonnement d'Emma. Elle ne voudrait pas risquer une approche différente avec lui, à moins d'être désespérée. Le lendemain matin, Christy était inhabituellement attentive. Elle lui prépara son petit déjeuner préféré, l'embrassa 2 fois au revoir et lui rappela de transmettre son amour à Emma. La performance était impeccable, mais Jonathan remarqua qu'elle avait préparé un déjeuner supplémentaire, un thermos de soupe, au cas où Emma se sentirait d'attaque pour manger quelque chose de la maison. L'hôpital n'autorise vraiment pas la nourriture extérieure, lui rappela Jonathan. Je sais, mais peut-être que les infirmières feraient une exception. C'est juste de la soupe, et elle a si peu mangé ces derniers temps. Jonathan prit le thermos sans discuter, sachant qu'il serait testé dans l'heure.
Si Christy l'avait empoisonné, il aurait la preuve dont il avait besoin. À l'hôpital, le docteur Lévy confirma ce que Jonathan soupçonnait. La soupe contient suffisamment d'arsenic pour causer de graves dommages, voire la mort si elle est consommée en entier. Elle n'est plus subtile. Elle passe à la vitesse supérieure parce que j'ai menacé de changer mon testament, expliqua Jonathan. Elle a besoin qu'Emma meure avant demain après-midi, sinon elle risque de tout perdre. Kenneth les rejoignit dans la salle de conférence, les hagards après une nuit de surveillance. Nous avons tout filmé, Jonathan. Elle préparant la soupe, ajoutant ce qui ressemblait à de la poudre d'une petite fiole. Même son expression pendant qu'elle le faisait. C'est un meurtre froid et calculé. Est-ce suffisant pour une arrestation, demanda le docteur Lévy. C'est suffisant pour des accusations, répondit Kenneth. Mais Jonathan, une fois que nous agirons, il n'y aura pas de retour en arrière. Es-tu sûr d'être prêt? Jonathan regarda par la fenêtre Emma, qui lisait dans son lit d'hôpital, ignorant complètement que sa belle-mère avait systématiquement tenté de la tuer pendant des mois. Sa fille avait l'air pâle et fatiguée, mais vivante. En sécurité. Je suis prêt depuis le moment où j'ai découvert ce qu'elle faisait à Emma, dit-il doucement. Mais je veux m'assurer qu'elle ne pourra plus jamais faire de mal à un autre enfant. Nous avons besoin qu'elle avoue, qu'elle admette ce qu'elle a fait à son premier mari aussi. Comment comptes-tu t'y prendre? Le sourire de Jonathan était froid et prédateur. En lui donnant exactement ce qu'elle pense vouloir. Il sortit son téléphone et composa le numéro de la maison. Christy répondit à la première sonnerie. Jonathan, comment va Emma? A-t-elle aimé la soupe? Christy, tu dois venir à l'hôpital immédiatement. Il s'est passé quelque chose. La panique inonda sa voix. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'Emma va bien? Viens aussi vite que tu peux. Chambre 314 dans l'aile pédiatrique. Il raccrocha sans un mot de plus, sachant que Christy interpréterait son ton brusque comme de la dévastation. Elle penserait qu'Emma était morte, que son plan avait finalement fonctionné. Et quand elle arriverait à l'hôpital, s'attendant à consoler son mari en deuil, elle trouverait l'inspecteur Stuart l'attendant avec des menottes. Le piège était tendu. Il ne restait plus à Jonathan qu'à regarder sa femme y tomber. Chapitre 6, la confrontation. 37 minutes après l'appel de Jonathan, Christy fit irruption par les portes de l'hôpital, des larmes coulant sur son visage et le désespoir dans les yeux. Elle s'était habillée à la hâte, chaussures dépareillées, pull à l'envers. L'image d'une mère dévastée se précipitant au chevet de son enfant. Jonathan la regarda s'approcher depuis le bout du couloir, flanqué de l'inspecteur Ray et de Kenneth. Sa performance était digne d'un Oscar. La course chancelante, les sanglots étouffés, la façon dont elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. S'il n'avait pas su la vérité, il aurait pu croire qu'elle était sincèrement terrifiée pour le bien-être d'Emma. Jonathan. Christy l'atteignit et se jeta dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, dis-moi qu'Emma va bien. Dis-moi qu'elle va s'en sortir. Par-dessus son épaule, Jonathan croisa le regard de l'inspecteur Ray, qui hocha légèrement la tête. Tout était enregistré. Christy, dit Jonathan prudemment, nous devons parler. Je ne veux pas parler. Je veux voir Emma. Où est-elle? Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est passé? Elle est en sécurité, dit Jonathan, se dégageant doucement de son étreinte. Mais nous avons quelques questions sur son état. Pour la première fois, Christy sembla remarquer la présence de l'inspecteur Ray. Des questions? Je ne comprends pas. Qui est-ce? Inspecteur Stuart Ray, madame. J'aimerais vous parler de la maladie de votre fille. Belle-fille, corrigea automatiquement Christy, puis sembla réaliser comment cela sonnait. Je veux dire, Emma n'est pas ma fille biologique, mais je l'aime comme si elle l'était. Je ferais n'importe quoi pour cette petite fille. J'en suis sûr, dit sèchement l'inspecteur Ray. Madame Clayton, êtes-vous au courant qu'Emma souffre d'un empoisonnement à l'arsenic? Le visage de Christy devint si blême que, pendant un instant, Jonathan crut qu'elle allait s'évanouir. Mais sa réaction était fausse. Au lieu du choc ou de la confusion, il vit la peur et le calcul vaciller derrière ses yeux. Empoisonnement à l'arsenic? C'est impossible. Comment, ou aurait-elle pu être exposée à de l'arsenic? C'est ce que nous essayons de déterminer. Répondit l'inspecteur Ray. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui pourrait vouloir du mal à Emma?
quelqu'un ayant accès à sa nourriture ou à ses boissons? L'esprit de Christie tournait visiblement à plein régime. Non, bien sûr que non. Tout le monde aime Emma. C'est juste une petite fille. Ce doit être une sorte d'erreur. Jonathan s'avança. Christie, nous avons aussi testé la soupe que tu m'as envoyée ce matin. Elle contenait assez d'arsenic pour tuer un adulte, sans parler d'une enfant de 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Christie passa par une série d'expressions, choc, confusion, peine, trahison, comme si elle auditionnait différentes émotions pour voir laquelle fonctionnerait le mieux. C'est impossible, murmura-t-elle finalement. J'ai fait cette soupe moi-même à partir de rien. C'est impossible. À moins que quelqu'un n'y ait ajouté de l'arsenic après que vous l'ayez faite, suggéra l'inspecteur Ray. Les yeux de Christie s'illuminèrent. Oui, ça doit être ça. Quelqu'un a dû la trafiquer. Mais qui ferait une chose pareille? Kenneth prit la parole pour la première fois. Madame Clayton, un empoisonnement à l'arsenic ne se produit pas du jour au lendemain. Les niveaux dans le sang d'Emma suggèrent une exposition régulière sur plusieurs mois. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui a eu accès à la nourriture d'Emma pendant si longtemps? Christie regarda autour d'elle sauvagement, comme si elle cherchait une issue. Je prépare la plupart des repas d'Emma, mais la femme de ménage de Jonathan vient 2 fois par semaine, et il y a la cafétéria de l'école, et... Christie, la voix de Jonathan coupa court à son babillage. Arrête. Quelque chose dans son ton la figea. Quand elle le regarda, elle dut voir la vérité dans ses yeux car toute son attitude changea. Le rôle de la mère affolée s'effaça, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Tu sais, dit-elle doucement. Je sais que tu empoisonnes lentement ma fille depuis 6 mois. Je sais que tu as tué ton premier mari de la même manière. Je sais que tu m'as épousé pour mon argent et que tu prévoyais de nous assassiner, Emma et moi, pour tout hériter. Christie se redressa. Et pour la première fois depuis que Jonathan la connaissait, il vit son vrai visage. Froid, intelligent, totalement sans remords. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, dit-elle calmement. L'inspecteur Ray brandit son téléphone, qui avait enregistré toute la conversation. En fait, si. Nous avons une surveillance vidéo de vous préparant la soupe empoisonnée ce matin. Nous avons des dossiers financiers montrant vos recherches sur les actifs et les polices d'assurance de Jonathan, et nous avons des témoignages de médecins concernant la mort suspecte de votre premier mari. Gérald est mort d'une crise cardiaque. Il n'y a jamais eu de suggestion de crime. Il y en a une maintenant, intervint Kenneth. J'ai fait exhumer son corps hier. Les niveaux d'arsenic dans ses cheveux et sa moelle osseuse racontent une sacrée histoire. Madame Clayton, ou devrais-je vous appeler Madame Shelton? Je remarque que vous n'avez jamais légalement changé de nom. Pour la première fois, une véritable panique vacilla dans les yeux de Christie. Mais elle se ressaisit rapidement, se tournant vers Jonathan avec des larmes qui semblaient presque réelles. Jonathan, s'il te plaît. Tu dois me croire. J'aime Emma. Je t'aime. Je ne vous ferai jamais de mal. Tu as empoisonné notre fille, dit Jonathan d'un ton plat. Tu lui as donné des biscuits lacés d'arsenic et tu l'as regardée tomber de plus en plus malade chaque jour. Tu l'as tenue dans tes bras quand elle pleurait à cause des douleurs à l'estomac que tu lui causais. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Tu as fait des recherches sur la toxicité de l'arsenic sur notre ordinateur familial. Tu as acheté de la poudre d'arsenic blanc en utilisant un faux nom et tu l'as fait livrer à une boîte postale. Tu t'entraînes au meurtre depuis 6 mois, en perfectionnant ta technique. Le masque de Christie tomba enfin complètement. Les larmes s'arrêtèrent, sa posture se redressa, et quand elle parla, sa voix était glaciale. Tu te crois si malin, n'est-ce pas, Jonathan? Le brillant homme d'affaires qui a bâti un empire à partir de rien. Mais tu as été si facile à manipuler. Si désespéré d'avoir une mère pour ta précieuse Emma que tu n'as jamais pris la peine de vérifier mes antécédents à fond. En fait, si, répondit Jonathan. Après qu'Emma soit tombée malade, j'ai fait faire une enquête très approfondie. Christie Shelton n'existe pas, n'est-ce pas? Ton vrai nom est Christina Marlowe, et tu as été mariée 3 fois avant Gérald. 2 de ses maris sont également morts dans des circonstances mystérieuses. Le choc sur le visage de Christie était authentique cette fois. C'est impossible. J'ai couvert mes traces. Pas assez bien. Pensais-tu vraiment que j'aurais bâti une entreprise prospère en étant négligent?
Je connais Robert Martinez à Phoenix, mort d'une crise cardiaque à 31 ans. Je connais David Kim à Seattle qui a eu une réaction allergique fatale à des fruits de mer auxquels il n'avait jamais été allergique auparavant. Je connais l'argent de l'assurance que tu as touché à chaque fois. L'inspecteur s'avança avec des menottes. Christina Marlowe, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre, et suspicion de meurtre dans les décès de Gerald Shelton, Robert Martinez et David Kim. Alors que les menottes se refermaient, Christina regarda Jonathan avec une haine non dissimulée. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, siffla-t-elle. Emma ne sera jamais en sécurité. J'ai des amis, des relations. Ce n'est pas fini. Jonathan s'approcha, sa voix mortellement calme. Si, c'est fini. Et si quelqu'un que tu connais ne serait ce que regarde ma fille de travers, je le détruirai de la même manière que je t'ai détruite. Systématiquement, complètement, et sans pitié. Alors que l'inspecteur emmenait Christina, Jonathan sentit une main sur son épaule. Kenneth souriait sombrement. C'est fini, Jonathan. Emma est en sécurité. Jonathan regarda jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment derrière la femme qui avait partagé son lit et sa vie tout en complotant le meurtre de son enfant. La femme qu'il pensait aimer n'avait jamais existé. Mais ce n'était pas tout à fait fini. Christina avait raison sur un point. Elle pouvait avoir des relations. Des gens qui pourraient menacer la sécurité d'Emma à l'avenir. Et Jonathan Clayton n'avait jamais été le genre d'homme à laisser des affaires en suspens. Chapitre 7, le règlement de compte. 3 jours après l'arrestation de Christina, Jonathan était assis dans son bureau à domicile, examinant les dossiers que l'inspecteur lui avait partagés officieusement. L'enquête sur Christina Marlowe avait révélé un réseau de complices, de facilitateurs et de futures victimes potentielles bien plus profond que quiconque ne l'avait soupçonné au départ. Emma était maintenant à la maison, ses couleurs revenant à mesure que l'arsenic quittait lentement son système. Elle avait posé étonnamment peu de questions sur l'absence soudaine de Christy, acceptant l'explication de Jonathan selon laquelle sa belle-mère était malade et avait dû partir pour se faire soigner. Les enfants, Jonathan l'avait appris, étaient remarquablement adaptables lorsque leur monde devenait plus sûr. Kenneth frappa et entra sans attendre la permission. Au cours de la semaine passée, leur relation professionnelle avait évolué vers quelque chose qui s'apparentait à une amitié, forgée dans la crise et le respect mutuel. « J'ai des nouvelles », dit Kenneth en s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Jonathan. « Des bonnes et des mauvaises. »« Donne-moi les mauvaises d'abord. » Christina a été libérée sous caution. 2 millions de dollars versés par quelqu'un se faisant appeler M Enterprises. Nous ne pouvons pas tracer la société. Elle est enfouie sous des couches de sociétés écrans et de comptes offshore. La mâchoire de Jonathan se crispa. Et les bonnes nouvelles? L'enquête de l'inspecteur Ray a découvert au moins 6 autres femmes suivant exactement le même schéma que Christina. Fausses identités ciblant des veufs riches avec des enfants, empoisonnant lentement les membres de la famille pour l'argent de l'héritage. C'est une opération organisée, Jonathan. Christina ne travaillait pas seule. À quel point organisée? Kenneth ouvrit son ordinateur portable et montra à Jonathan un diagramme complexe de connexion. Ce que nous voyons est un réseau sophistiqué de meurtres sur commande spécialisé dans l'infiltration à long terme et les méthodes de mise à mort lente. Il cible des hommes riches avec des enfants, insère des agents en tant que partenaires romantiques, puis élimine systématiquement les héritiers, et finalement la cible principale. Jonathan étudia le diagramme, son esprit d'homme d'affaires analysant automatiquement la structure. C'est en fait brillant. L'empoisonnement l'en ressemble à une maladie naturelle. Les veufs en deuil se remarient rapidement et n'enquêtent pas à fond sur leurs nouvelles épouses. Le temps que quelqu'un soupçonne un meurtre, l'agent a disparu avec l'argent de l'assurance. Christina était l'une de leurs meilleures, poursuivit Kenneth. 3 opérations réussies avant toi. Plus de 6 millions de dollars en assurance et en héritage collecté. Le réseau prend un pourcentage et fournit de nouvelles identités, de la documentation et des recherches sur les cibles. Qui le dirige? Quelqu'un avec des ressources et des relations dans les forces de l'ordre, la médecine et la finance. Quelqu'un qui peut falsifier des documents, manipuler des rapports d'autopsie et faire disparaître des gens si nécessaire. Jonathan se pencha en arrière dans son fauteuil, traitant les implications. La menace de Christina à propos de ses amis semblait soudain beaucoup plus crédible. Même si elle allait en prison, le réseau resterait opérationnel, et Emma serait toujours une cible potentielle. L'inspecteur Ray ne peut pas les toucher, n'est-ce pas? Demanda Jonathan.
Pas par les canaux officiels. Trop de juridictions, trop de connexions internationales. Il faudrait des années pour monter des dossiers et d'ici là, la plupart des preuves seraient détruites. Mais officieusement. Kenneth sourit sombrement. Ray est frustré. Il est devenu flic pour protéger les gens. Et voir un réseau comme celui-ci opérer en toute impunité, ça le dérange. Si quelqu'un, hypothétiquement, perturbait cette organisation par des moyens privés, il pourrait être lent à enquêter. Jonathan se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant sa pelouse parfaitement entretenue où Emma jouait avec son ami d'en face. Sa fille avait l'air heureuse, en bonne santé, vivante. Tout ce que Christina avait essayé de lui enlever. Kenneth, je veux que tu comprennes quelque chose à mon sujet. Je n'ai pas bâti Clayton Industries en jouant franc-jeu ou en suivant des règles qui ne servaient pas mes intérêts. Quand quelqu'un menace ce qui est à moi, je n'appelle pas les avocats ou n'attends pas la justice. Je règle le problème moi-même. À quoi penses-tu? Jonathan se retourna pour faire face à son ami. Je pense que ce réseau a réussi parce qu'il cible des victimes qui ne se défendent pas. Des veufs en deuil, des enfants malades, des gens qui font confiance au système pour les protéger. Mais je ne suis pas en deuil et je ne fais pas confiance au système. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le numéro qu'il cherchait. Lucas Driscoll avait été sa liaison militaire lors des premiers contrats de défense de Clayton Industries. Un homme qui était passé des forces spéciales au conseil en sécurité privée. Si quelqu'un pouvait aider Jonathan à démanteler un réseau de meurtres, c'était bien Lucas. Lucas, c'est Jonathan Clayton. J'ai besoin de ton aide pour une situation sensible. Résolution permanente requise. La conversation fut brève, codée et coûteuse. Quand Jonathan raccrocha, Kenneth le fixait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu ne t'en prends pas seulement à Christina, n'est-ce pas? Christina est en détention. Elle sera condamnée et passera le reste de sa vie en prison. Mais le réseau qu'il a formé, soutenu et lui a permis d'assassiner ma fille. Ils sont toujours opérationnels, ciblent toujours des familles, transforment toujours des gens comme ma femme en armes. Jonathan, ce dont tu parles, c'est de se faire justice soi-même. C'est illégal, dangereux, et si tu te fais prendre? Si je me fais prendre, Emma grandit sans père, mais vivante. Si je ne fais rien, elle grandit en regardant par-dessus son épaule pour le reste de sa vie, ne sachant jamais quand la prochaine Christina pourrait apparaître. Kenneth resta silencieux un long moment. De quoi as-tu besoin de ma part? De connaissances médicales. Ces gens utilisent le poison comme arme de prédilection parce qu'il imite la mort naturelle. Je veux tout savoir sur la façon dont ils s'y prennent, comment ils couvrent leurs traces, et comment retourner leur propre méthode contre eux. Tu parles de les empoisonner. Je parle de leur faire goûter à leur propre médecine. Littéralement. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, Jonathan rencontra Lucas Driscoll dans un restaurant du centre-ville. Lucas ressemblait exactement à ce qu'il était, un ancien béret vert qui avait troqué son uniforme contre des costumes coûteux, mais qui avait conservé l'état d'esprit tactique qu'il avait maintenu en vie en Afghanistan. De combien de cibles parlons-nous? Demanda Lucas sans préambule. Au minimum 6 agents actifs plus le personnel de soutien et la direction. Peut-être jusqu'à 20 personnes au total. Délai? 6 mois. Je veux qu'ils soient tous identifiés, localisés et éliminés avant la fin du procès de Christina. Pas de témoins, pas de traces, aucune chance pour le réseau de se reconstruire. Lucas hocha lentement la tête. Budget. Tout ce qu'il faudra. Je vaux 23 millions sur le papier et je dépenserai chaque centime pour protéger Emma. Tu comprends que c'est un aller simple, Jonathan. Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de protection juridique. Pas de retour en arrière. Si les autorités te relient à ce qui arrive à ces gens. Jonathan pensa au visage pâle d'Emma dans son lit d'hôpital, aux mois de douleur à l'estomac et de fatigue qu'elle avait enduré pendant que sa belle-mère l'assassinait lentement. Il pensa à Gerald Shelton, Robert Martinez, David Kim, et à toutes les autres victimes qui avaient totalement fait confiance à leur tueur. Je comprends parfaitement, dit-il. Quand est-ce qu'on commence? Lucas sourit, et ce n'était pas une expression agréable. On a déjà commencé. Je suis sur la piste du réseau de Christina depuis que l'inspecteur Ray a partagé les renseignements hier. 3 de leurs agents sont actuellement actifs. Un à Dallas, un à Phoenix, un à Miami.
Tous les trois sont en train de tuer lentement des enfants pour l'argent de l'héritage. Alors nous sauvons ces enfants d'abord. C'est exactement ce que je pensais. Considère ça comme un test sur le terrain pour l'opération plus large. Alors qu'il se serrait la main, Jonathan sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Le réseau avait commis une erreur fatale en choisissant Emma comme cible. Ils avaient réveillé quelque chose en Jonathan qu'il avait gardé enfoui depuis ses jours de lutte pour sortir de la pauvreté. La partie de lui qui ferait n'importe quoi, blesserait n'importe qui, franchirait n'importe quelle ligne pour protéger ce qui comptait le plus. Christina Marlowe et ses associés étaient sur le point d'apprendre que certaines victimes se défendent. Et quand Jonathan Clayton se battait, il se battait pour gagner. Chapitre 8, la chute du réseau. 6 semaines après l'arrestation de Christina, un curieux schéma commença à émerger à travers les États-Unis. À Dallas, une femme nommée Patricia Webb mourut subitement d'une apparente insuffisance cardiaque alors qu'elle rendait visite au fils de son riche petit ami à l'hôpital. À Phoenix, Maria Santos subit une réaction allergique fatale lors d'un dîner romantique avec son nouveau mari. À Miami, Jennifer Park s'effondra lors de la pièce de théâtre de l'école de sa belle-fille et fut déclarée morte à son arrivée aux urgences. Pour quiconque examinait les cas individuellement, ils semblaient être des morts tragiques mais sans particularité. Mais Jonathan Clayton, étudiant les rapports depuis son bureau à domicile, y voyait tout autre chose. La justice. Lucas Driscoll s'était avéré valoir chaque dollar que Jonathan le payait. Chaque opération avait été chirurgicale dans sa précision. Les cibles éliminées en utilisant leur propre méthode, leur mort paraissant assez naturelle pour éviter une enquête. Plus important encore, 3 enfants avaient été sauvés de morts lentes et atroces aux mains de leurs soignants de confiance. Phase interminée, rapporta Lucas lors de leur réunion hebdomadaire. Les 3 agents actifs neutralisés. Les enfants qu'ils ciblaient se remettent sous surveillance médicale et leurs familles ont été discrètement avertis de la menace à laquelle elles étaient confrontées. Et le réseau de soutien. C'est là que ça devient intéressant. Lucas ouvrit sa tablette, montrant un réseau de connexion qui avait mis des semaines à être démêlé. La piste de l'argent nous a menés à la direction. 3 personnes dirigeant toute l'opération depuis un complexe dans le Nevada. Jonathan étudia les profils que Lucas avait compilés. La dirigeante était une femme nommée Margaret Sinclair, une ancienne enquêtrice en assurance qui avait utilisé sa connaissance du secteur pour perfectionner le modèle du meurtre à but lucratif. Ses lieutenants étaient Brian Schneider, un chimiste qui fournissait les poisons, et Wallace Beck, un faussaire qui créait les fausses identités. Ils sont prudents, poursuivit Lucas. Emplacement isolé, sécurité sophistiquée, plusieurs voies d'évacuation. Mais ils ont une faiblesse. Laquelle ? Christina devait se manifester chaque semaine. Quand elle a disparu des radars, ils ont supposé qu'elle avait été arrêtée, mais pas compromise. Ils prévoient de l'extraire. Un sourire froid traversa le visage de Jonathan. Quand ? Demain soir. Transport de la prison du comté vers la détention fédérale. Ils ont arrangé un accident pendant le transfert. C'était l'opportunité que Jonathan attendait. Christina en liberté, loin de la protection du système juridique, entourée par les personnes mêmes qui l'avaient formée à assassiner sa fille. Je veux être là, dit Jonathan. Jonathan, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu m'as engagé pour gérer les détails opérationnels pendant que tu maintiens un déni plausible. C'est personnel, Lucas. Christina n'a pas seulement essayé de tuer Emma. Elle a violé tout ce que je tenais pour sacré. La famille, la confiance, l'amour. J'ai besoin de la regarder dans les yeux quand son monde s'effondrera. Lucas resta silencieux un long moment. Si tu es là et que quelque chose tourne mal, si tu es identifié, alors j'en affronterai les conséquences. Mais je ne me cacherai pas derrière des mercenaires pour m'occuper de la femme qui a essayé d'assassiner mon enfant. Le lendemain soir, Jonathan se retrouva accroupi derrière une barrière de béton sur un tronçon désolé de l'autoroute, à 60 km de la ville. Lucas et son équipe étaient positionnés à des points stratégiques le long de la route, attendant le véhicule de transport qui n'atteindrait jamais sa destination. À 21h47, le fourgon pénitentiaire apparut, flanqué de 2 véhicules d'escorte. Jonathan observa à travers des jumelles à vision nocturne le convoi ralentir pour ce qui semblait être une voiture en panne bloquant la chaussée. Les automobilistes en détresse étaient en réalité l'équipe d'extraction de Margaret Sinclair, armée et prête à libérer leur agent capturé. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était l'équipe de Lucas Driscoll positionnée derrière eux.
La fusillade fut brève mais intense. Quand la fumée se dissipa, 5 membres de l'équipe d'extraction étaient morts, y compris Margaret Sinclair elle-même. Brian Schneider avait été capturé vivant mais blessé. Wallace Beck s'était enfui à pied dans le désert et ne survivrait pas à la nuit avec les hommes de Lucas à ses trousses. Christina sortit du fourgon pénitentiaire, menottée, les yeux écarquillés de choc en examinant le carnage. Ce n'était pas l'extraction en douceur qu'on lui avait promise. C'était un massacre. Christina, dit Jonathan en sortant de derrière son abri. Elle se tourna vers sa voix. Et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Jonathan vit une peur authentique dans ses yeux. Jonathan? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu? Je t'ai dit un jour que si quelqu'un de ton entourage menaçait Emma, je le détruirais. Pensais-tu que je parlais au sens figuré? Christina regarda autour d'elle, effarée, les corps de ses associés, l'équipe de Lucas nettoyant méthodiquement les preuves, les restes calcinés des véhicules d'extraction. C'est toi qui as fait ça. Tu les as tous tués. Ils se sont tués eux-mêmes le jour où ils ont décidé de s'en prendre à des familles innocentes. Je n'ai fait qu'accélérer le processus. La police découvrira que c'était toi. Tu iras en prison et Emma grandira en sachant que son père est un meurtrier. Le rire de Jonathan était froid et totalement dépourvu d'humour. La police trouvera des preuves que le réseau de Margaret Sinclair s'est retourné contre lui-même. Les tueurs professionnels sont notoirement paranoïaques. Il n'est pas rare qu'ils s'éliminent les uns les autres pour de l'argent ou du territoire. Quant à Emma, elle grandira en sachant que son père l'a protégée des monstres. Le sang-froid de Christina craqua enfin complètement. Espèce de salaud bien pensant. Tu te crois meilleur que nous? Tu viens d'assassiner 6 personnes. J'ai éliminé 6 parasites qui gagnaient leur vie en détruisant des familles. Il y a une différence. Lucas s'approcha, tenant une petite fiole de liquide clair. Nous avons trouvé ça dans le véhicule de Sinclair. Composé d'arsenic de qualité médicale. La même formule que Christina a utilisée sur Emma. Une justice poétique. Jonathan prit la fiole, la pesant dans sa paume. Le même poison qui avait failli tuer sa fille, raffiné et purifié par le réseau qui avait créé Christina. Non, dit-il finalement. Ce serait trop rapide, trop clément. Christina va passer les 40 prochaines années dans une prison fédérale, en sachant que tous ceux en qui elle avait confiance sont morts et que l'empire qu'elle a aidé à construire a été complètement détruit. La mort serait une gentillesse qu'elle ne mérite pas. Il rendit la fiole à Lucas. Assure-toi que cela parvienne à l'inspecteur Ray, avec toutes les preuves que nous avons recueillies sur les opérations du réseau. Que les familles de leurs victimes puissent tourner la page. Alors que l'équipe de Lucas terminait son nettoyage et se préparait à disparaître dans la nuit, Jonathan regarda Christina une dernière fois. Elle sanglotait maintenant, la réalité de sa situation s'imposant enfin à elle. La femme confiante et manipulatrice qui avait partagé son lit tout en complotant la mort de sa fille avait disparu, remplacée par une créature brisée, confrontée à une vie de conséquences. Au revoir, Christina, dit Jonathan doucement. J'espère que tu passeras chaque jour en prison à te souvenir de la petite fille que tu as essayé d'assassiner et de la famille que tu ne détruiras jamais. Il s'éloigna sans se retourner, la laissant menotter sur le bord de la route pour que les autorités la trouvent lorsque le traceur GPS du fourgon pénitentiaire les mènerait sur les lieux. Le réseau était fini. Emma était en sécurité. Et Jonathan Clayton avait gagné. Chapitre 9, nouveau départ. 3 mois plus tard, Jonathan se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison dans le Colorado, regardant Emma chasser les lucioles dans leur jardin. La maison était plus petite que leur ancienne, plus modeste, mais elle ressemblait à un vrai foyer d'une manière que leur précédente vitrine n'avait jamais réussi à faire. Emma s'était adaptée à leur déménagement avec une résilience qui continuait d'étonner Jonathan. Quand il lui avait expliqué qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ dans un nouvel endroit, elle avait simplement demandé si elle pouvait emporter sa collection de licornes et s'ils auraient une meilleure vue sur les montagnes. Les cauchemars où elle était malade s'étaient estompés, remplacés par l'excitation d'apprendre à skier et de se faire de nouveaux amis dans sa nouvelle école. Kenneth avait également déménagé au Colorado, établissant son cabinet privé à Denver et devenant un habitué de leur table. Emma adorait oncle Kenneth, qui lui apportait des manuels de médecine avec des images colorées et la laissait utiliser son stéthoscope pour écouter son rythme cardiaque. Elle est complètement rétablie, dit Kenneth, rejoignant Jonathan à la fenêtre avec 2 tasses de café. Les analyses de sang sont revenues parfaites. Aucune trace d'arsenic. Fonction hépatique normale.
Niveau d'énergie meilleur que la plupart des enfants de son âge. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je vais la voir, admis Jonathan, juste pour m'assurer qu'elle respire encore, qu'elle est en sécurité. C'est naturel. Ce que vous avez tous les deux traversé, ça vous change. Mais Emma est plus forte grâce à ça, d'une manière qu'elle ne comprendra peut-être même pas encore. Le procès avait fait sensation, durant 6 semaines et attirant l'attention des médias nationaux. La condamnation de Christina pour de multiples chefs d'accusation de tentative de meurtre, de complot et de racket avait abouti à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les preuves fournies par Lucas avaient également conduit à l'identification posthume du réseau de Margaret Sinclair, apportant un apaisement à des dizaines de familles dont les proches étaient morts dans des circonstances suspectes. L'inspecteur Ray avait été promu pour son travail sur l'affaire, bien qu'il n'ait jamais directement reconnu le rôle de Jonathan dans le démantèlement du réseau. Certaines choses étaient mieux non dites. Des nouvelles de Lucas, demanda Kenneth. Il est passé à autre chose. Quelque chose sur les réseaux de traite des êtres humains en Europe de l'Est. Apparemment, le mal dans le monde qui a besoin d'être combattu ne manque pas. Et tu es d'accord pour le laisser s'en occuper sans toi? Jonathan réfléchit à la question. Pendant des mois après la condamnation de Christina, il s'était senti agité, insatisfait. La destruction méthodique de son réseau avait réveillé quelque chose en lui. Un sens du but au-delà de l'accumulation de richesses et du maintien d'un statut. Mais voir Emma devenir plus forte et plus heureuse chaque jour avait progressivement ramené ses priorités là où elles devaient être. Je suis un père avant tout, dit-il finalement. Emma a besoin de stabilité, de normalité, d'un parent présent dans sa vie plutôt que de partir en croisade. Il y a d'autres gens comme Lucas qui peuvent s'occuper des monstres. Mon travail est de m'assurer qu'Emma ne les rencontre jamais. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Pendant un instant, sa vieille paranoïa refit surface. Pourrait-il y avoir d'autres membres du réseau qu'ils avaient manqués? Mais le message était anodin. Monsieur Clayton, c'est l'inspectrice Maria Santos de la police de Phoenix. La femme qui a tenté d'empoisonner mon fils est morte, et je crois comprendre que c'est à vous que je dois de lui avoir sauvé la vie. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, vous avez une amie en Arizona. Des messages similaires arrivaient depuis des semaines, de parents reconnaissants, d'officiers de police, et même de certains autres contacts de Lucas. Le mot s'était répandu dans certains cercles sur ce que Jonathan avait fait, lui valant une réputation qu'il n'avait jamais cherchée, mais qu'il ne pouvait pas entièrement renier. Papa. Emma apparut à l'entrée de la cuisine, des taches d'herbe sur son jean et le bonheur rayonnant de chaque trait. Kenneth peut rester dîner? Je veux lui montrer le dessin que j'ai fait de notre ancienne maison. Bien sûr qu'il peut rester. Quel genre de dessin? L'expression d'Emma devint pensive. C'est une image de moi, toi et Christy devant notre maison. Mais j'ai dessiné un grand X rouge sur Christy parce qu'elle était méchante et a essayé de nous faire du mal. Kenneth et Jonathan échangèrent un regard par-dessus la tête d'Emma. Sa thérapeute avait dit qu'il était sain pour elle de traiter la trahison par l'art, mais c'était toujours déconcertant d'entendre sa fille de 10 ans parler si crûment de tentative de meurtre. Est-ce qu'elle te manque parfois? Demanda Jonathan doucement. Emma y réfléchit sérieusement. La personne que je pensais qu'elle était me manque. Celle qui faisait des biscuits aux pépites de chocolat et me lisait des histoires avant de dormir. Mais cette personne n'était pas réelle, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Cette personne n'était que du cinéma. Alors elle ne me manque pas vraiment. On ne peut pas regretter quelqu'un qui n'a jamais existé. La simple sagesse des mots d'Emma frappa Jonathan comme une révélation. Il avait passé des mois à faire le deuil de son mariage, de la trahison de sa confiance, de la destruction de ce qu'il pensait être une famille heureuse. Mais Emma avait raison. La femme qu'il avait pleurée n'avait jamais été réelle. Christina Marlowe, la belle-mère aimante, avait été une performance élaborée conçue pour faciliter le meurtre. Ce qu'il avait perdu n'était pas l'amour. C'était une illusion. Ce qu'il avait gagné, c'était la vérité. Et la connaissance inébranlable qu'il ferait n'importe quoi pour protéger sa fille. Papa. La voix d'Emma le tira de ses pensées. Ça va? Jonathan s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras, respirant l'odeur d'herbe et d'innocence qui représentait tout ce qu'il y avait de bon dans son monde. Je vais parfaitement bien, Em. Nous allons tous les deux parfaitement bien. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit couchée et que Kenneth soit retourné à son appartement à Denver,
Jonathan s'assit sur son Porsche, regardant les étoiles qui étaient visibles ici d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été en ville. Son téléphone affichait plusieurs appels manqués de journalistes essayant toujours d'obtenir des interviews sur l'affaire du réseau de la Veuve Noire, mais il avait cessé de répondre à leurs appels des semaines auparavant. L'histoire qu'ils voulaient raconter n'était pas celle qui importait. Ils étaient fascinés par les complots de meurtre, la conspiration, la chute spectaculaire d'une organisation criminelle. Mais la véritable histoire était plus simple. Un père avait protégé son enfant, quel qu'en soit le coût. Christina Marlowe passait ses jours dans une prison fédérale. Son réseau était détruit et Emma était en sécurité. Plus important encore, Emma était heureuse, en bonne santé, et grandissait en sachant qu'elle était aimée inconditionnellement. Au final, c'était la seule victoire qui comptait. Alors que Jonathan rentrait pour vérifier une dernière fois sa fille avant de se coucher, il réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce matin où Kenneth avait regardé avec horreur la boîte à lunch d'Emma. L'homme d'affaires naïf qui faisait entièrement confiance et aimait aveuglément avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus vigilant. Mais en regardant Emma dormir paisiblement, entourée d'animaux en peluche et de dessins de leur nouvelle vie, Jonathan savait qu'il ne changerait rien. Le prix pour protéger sa fille avait été élevé. Son innocence, sa confiance, peut-être même son âme. Mais la vie d'Emma, l'avenir d'Emma, le bonheur d'Emma valait n'importe quel sacrifice. Les monstres étaient partis. La famille était en sécurité. Et Jonathan Clayton avait appris que parfois, le plus grand amour exige les actions les plus sombres. C'était une leçon qu'il espérait ne jamais avoir à appliquer de nouveau, mais une qu'il porterait pour le reste de sa vie. Quand quelqu'un menace votre famille, vous n'appelez pas la police, vous n'attendez pas la justice, et vous ne montrez aucune pitié. On gagne, tout simplement. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de votre temps. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous dis à bientôt.